La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Dernièrement, je suis allé rencontrer dans son atelier une personne qui prend soin des œuvres, un restaurateur d'œuvres d'art. Il s'appelle Serge Thiers et c'est une référence dans son domaine. Entre ses mains expertes et réparatrices défilent tout type de créations artistiques. Dessin, peinture, installation, art ancien ou art contemporain, son métier, c'est de redonner vie et beauté aux œuvres d'art. Dans son atelier, entièrement disposé pour les œuvres qu'il restaure, règne une douce atmosphère enveloppante entre ventilation et méditation. À la fin d'une de ses journées surchargées de travail et de rendez-vous, il m'a accordé un temps de qualité autour d'une tasse de thé pour me parler de son métier, cette activité essentielle du monde de l'art, rarement mise en avant. Pour ça, il avait été formé à bonne école, celle de l'IFROA, l'Institut français de restauration des œuvres d'art. Il avait poursuivi ensuite sa formation au musée du Louvre avant de travailler pour les plus grands musées français. Aujourd'hui, il collabore pour des galeries d'art et des collectionneurs d'envergure internationale. Et pour elles, il est une pièce essentielle de leur activité. Mais ce qui le motive, ce n'est pas exactement la renommée de ses clients. C'est la confiance qu'on lui accorde. Et elle est à la hauteur de la valeur des œuvres qu'il restaure. Son secret, c'est peut-être parce qu'il parle de son métier comme il travaille, avec soin, douceur et précision. Alors ça, c'est vrai que l'atelier est un lieu paisible où on a besoin de se concentrer. Ça rejoint un peu l'ambiance que pouvaient avoir les moines à l'époque du Moyen-Âge. Je pense les enlumineurs. Je ne dis pas qu'on fait un travail religieux, mais on fait un travail de concentration qui rejoint la méditation. C'est un temps qui est extrêmement lent comparé à la rapidité du monde moderne, où on nous demande toujours tout pour la veille, où on travaille toujours en urgence. Mais le travail, lui, nécessite un temps qui est défini, et qui est défini par un idéal de perfection. Les restaurateurs qui travaillent avec moi sont tous des travailleurs indépendants. Là, actuellement, donc, ce sont des restaurateurs de peinture. Donc, Véronique est restauratrice de peinture. Elle a participé à la restauration de la Galerie des Glaces. Ryan vient de finir un stage. On lui a proposé de travailler avec nous parce qu'on avait remarqué des qualités exceptionnelles de retouche, qui est une qualité essentielle pour la restauration d'œuvres peintes. Et Bertie, elle, est en stage actuellement. Elle suit une formation à l'INP, qui est l'Institut national du patrimoine. Ensuite, on a très très souvent des encadreurs qui viennent quand on a des œuvres très très chères, un Picasso ou une œuvre de Nicolas de Staël, comme celle qui s'est vendue récemment chez Christie's, 20 millions d'euros. On est amené à superviser ce type de travail. Il y a des personnes qui travaillent avec moi qui formalisent tous les dossiers, tous les condition reports. C'est un travail spécifique. Donc toujours travail de réflexion. On travaille vraiment tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui se prend de manière indépendante. C'est ça l'intérêt d'un atelier. C'est de pouvoir répondre à des questions ensemble. Et d'autant qu'on a des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. On n'a que des propositions. Alors, effectivement, quand les artistes sont là et que c'est eux qui décident, on préfère. Mais c'est rare, c'est très très rare. Ensuite, on a très souvent affaire à des gens qui nous confient les œuvres et qui nous font confiance. En général, les particuliers sont assez investis. Les marchands le sont aussi pour des raisons commerciales, puisqu'il faut que l'œuvre soit en parfait état, présentable. Mais en général, c'est quand même nous qui décidons de beaucoup de choses. Et donc, ces décisions, on les prend entre nous et on se dit, bon, là, est-ce qu'on va un petit peu plus loin ? Alors, il y a des problèmes techniques, des problèmes esthétiques, d'équilibre. Ce n'est pas une science exacte, la restauration.
Donc c'est à nous de redonner un équilibre lorsqu'il a été rompu. Alors par le nettoyage, qui est une des opérations importantes de la restauration, des traces de doigts, des salissures liées à un dégât des eaux, un incendie ou la pollution tout simplement, le vieillissement naturel. Là par exemple, cette œuvre de Hartung est extrêmement poussiéreuse. Et ce qui est étonnant, c'est que les essais qu'on a faits montrent des couleurs totalement différentes. On s'est dit, mais est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, effectivement, c'est possible. L'œuvre n'a jamais été nettoyée. Elle a 35 ans de crasse. Elle était dans un lieu qui devait être très pollué. Donc là, le nettoyage va redonner vie à l'œuvre. Après, on peut se retrouver avec des accidents, des griffures, des frottements. Donc là, on a besoin d'intervenir en matière de retouche, donc de manière extrêmement ponctuelle, minimaliste. La restauration, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus minimaliste. Autrefois, les artistes étaient aussi restaurateurs. Ils se permettaient très souvent de repeindre un tableau. C'est comme ça que, effectivement, on découvre quelquefois sur des tableaux du XVIIe siècle des chefs-d'œuvre qui ont été oubliés parce qu'ils ont été recouverts de multiples repeints. On va dire que la restauration telle que moi je la pratique est issue de la restauration de la peinture ancienne. Je suis un restaurateur de peinture, tout simplement. Mais l'art contemporain m'amène à avoir une réflexion de manière beaucoup plus minimaliste et je vais dire de plus en plus respectueuse, parce que les techniques qui sont utilisées par les artistes sont des techniques de plus en plus fragiles, qui ne permettent pas une réversibilité totale, qui est un des principes de la restauration. Quand on a commencé notre métier, on nous a appris que ce qu'on allait faire devait pouvoir être enlevé, pour pouvoir être repris, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir raison. Quand on retouche une toile, on peut la retoucher de différentes manières, selon des modes. Ça peut être plus ou moins, on va dire, interventionniste. On peut utiliser des techniques aussi qui ne sont plus acceptées. Je pense par exemple à la restauration telle que la faisaient les Italiens il y a quelques années en pratiquant le trateggio. Effectivement, le trateggio s'adapte parfaitement à la peinture du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est le trateggio ? C'est une retouche par petits traits inspirée de la peinture à l'œuf qui utilise ce système de petits traits, le regatino. Donc il fallait que cette retouche soit discernable, elle soit visible, qu'on puisse toujours la déceler. Et effectivement, on s'est toujours dit qu'une retouche devait toujours être visible par honnêteté. On n'avait pas le droit de faire de l'illusion et de tricher. Aujourd'hui, on peut aller de l'illusion jusqu'à quelque chose de totalement visible ou jusqu'à une non-intervention. Donc cette réflexion, effectivement, elle nécessite une concertation. Donc avec le propriétaire de l'œuvre, avec la destination de l'œuvre. On ne restaure pas forcément une œuvre qui est destinée au marché de l'art qu'une œuvre qui va être dans un musée. Je vois par exemple les tableaux dans les musées classiques, je pense au Louvre par exemple, sont restaurés parce qu'on a besoin de voir. Donc c'est pour ça que la restauration, c'est vraiment un métier, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait instauré. L'art contemporain nous a amené à avoir d'autres réflexions. Est-ce que, par exemple, une œuvre qui se dégrade, parce que l'artiste il fait ce qu'il veut. Dans le processus créatif, s'il veut faire une œuvre qui est périssable, c'est son droit. Je pense il y a beaucoup d'artistes comme ça qui jouent sur la fragilité. Je pense à Damien Hirst, par exemple. Je trouve ça étonnant de faire des œuvres avec des ailes de papillon, ou des mouches. Je pense à Kiefer, qui utilise des matériaux qui sont vivants, des tulipes séchées. Je pense à Penone et avec ses épines collées sur ces tableaux, ces troncs d'arbres. On a eu il n'y a pas longtemps une œuvre d'un artiste, il avait peint sur un arbre qui venait d'être coupé. Quelques mois plus tard, on avait des champignons qui poussaient sur l'œuvre. Ouais, je trouve ça génial. Et évidemment, nous, on nous demande ce qu'on en pense. Et évidemment, on voudrait que tout soit figé. On voudrait arrêter le temps. Le restaurateur, c'est un petit peu... c'est quelqu'un qui est là pour préserver le temps. Mais le temps, il a sa marche, il continue. On ne peut pas s'opposer au temps. C'est pas possible.
Voilà, je trouve ça assez intéressant comme réflexion. Mais c'est passionnant, ouais. Mais justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser autour du temps, le rapport au temps pour un restaurateur. Et puis, surtout, il y a une phrase qui m'est restée tout à l'heure que tu viens de prononcer, c'est en parlant du Hansartung, on lui redonne vie. Est-ce qu'une œuvre a une vie ? Oui, elle a une vie, mais c'est surtout que le temps qui va la traverser, lui, il a sa marche. Hein. Il va petit à petit s'interférer. Il va jusqu'à faire disparaître l'objet d'art, qui est quelque chose de sacralisé, lui devrait pouvoir être conservé dans l'état d'origine. Sauf que le temps qui va s'écouler, on va se retrouver avec de la crasse qui est liée à la pollution. D'ailleurs, très récemment, je suis allé dans un appartement où il y avait un tableau qui m'intéressait. J'ai décroché le tableau pour faire une photo du revers. Et quand j'ai vu l'espace donc en négatif du tableau au mur, là, je me suis dit, oui, effectivement, le tableau est sale. C'est-à-dire que ce qu'on voit n'est pas du tout ce que l'artiste a voulu. C'est pour ça que quand on dit redonner vie, on essaye de supprimer ce voile qu'il a modifié. Il peut y avoir un dégât des eaux, il peut y avoir un incendie avec de la fumée, de la suie. Il n'y a pas plus terrible que de la suie qui pénètre la matière. Il peut y avoir aussi des erreurs techniques de l'artiste qui ne sont pas, on va dire, en lien avec les conditions de conservation. Une humidité trop forte, l'histoire des champignons qui poussent sur l'arbre. Redonner vie, ça veut dire essayer de retrouver l'objet tel que l'artiste l'a conçu. Alors, la restauration prend en compte le temps. On ne cherche pas forcément à retrouver ce que l'artiste a voulu, mais l'idée de ce que l'artiste a voulu. C'est là que ça devient... c'est ce qu'une idée traverse le temps. Exactement. Ouais. On est un petit peu comme un musicien, on est interprète. On ne peut pas dire qu'on a raison à 100% dans notre action. On pourrait très bien imaginer laisser le tableau avec sa trace, avec son évolution. Je pense par exemple à Kiefer. Kiefer est tout à fait conscient de l'évolution de ces matières et l'a intégré dans son travail. Le restaurateur doit comprendre ça. Je m'efface totalement face à l'artiste. Si je résume le métier de manière basique, c'est nettoyage, masticage, retouche. Hein, c'est-à-dire qu'on va mastiquer des lacunes lorsqu'il y a des manques. On va nettoyer, on va enlever la crasse, les vernis quand il y a des vernis. Alors, dans l'art contemporain, on utilise... il y a très peu de vernis. Quand on ne peut pas comprendre l'œuvre correctement, lorsqu'il y a un trou qui attire l'œil, qui perturbe l'œil. Je pense à un monochrome. Il n'y a pas plus insupportable qu'un monochrome qui n'est plus un monochrome, perturbé par des usures, par des traces de doigts. Donc on peut être amené à retoucher. Pour la peinture ancienne, il y a des fois, je me dis, ouais, on pourrait en faire peut-être un peu moins. Et il y a eu une grande évolution de la restauration. Il y a 40 ans, 50 ans, tous les tableaux du Louvre étaient rentoilés, c'est-à-dire qu'on collait derrière la toile une deuxième toile pour la renforcer parce qu'on pensait que ça allait être plus solide. Aujourd'hui, on dérentoile et on essaye de préserver le plus longtemps possible le support original. On ne fait quasiment plus de rentoilage, quasiment plus. On essaye de préserver le plus longtemps possible les toiles dans leur état d'origine, quand c'est possible évidemment. Et alors, ça nous a amené à travailler de manière très ponctuelle, à faire une intervention minimaliste. C'est pour moi un mot important. Et c'est drôle, ça rejoint l'art contemporain. Il y a quelque chose, on peut retourner autour de l'idée de la vie et du temps. Justement, est-ce que le restaurateur, à force d'être dans une intimité avec une œuvre d'art qu'il restaure, est-ce qu'il développe des sentiments, une relation, un lien particulier avec cette œuvre ? Oui. On vit beaucoup avec l'œuvre qu'on traite. Alors, on en traite souvent plusieurs en même temps, des œuvres très différentes. Il y a une vie vraiment intime avec les objets. Moi, donc, j'avoue que mon métier me nourrit totalement, et les œuvres me nourrissent aussi. J'ai eu l'expérience de ce fameux Nicolas de Staël, qui était donc au musée d'Antibes, musée Picasso d'Antibes, qu'on m'a demandé de restaurer pour la vente donc, de Christie's. Et je suis rentré en immersion totale pendant 2 mois,
à lire tout ce que je pouvais lire sur Nicolas de Staël, à comprendre dans quel état d'esprit il avait fait ce tableau, et surtout à rentrer dans la matière de l'œuvre. Ça m'a énormément marqué. Et aujourd'hui, je ne regarde plus Staël comme avant. Et c'est devenu une partie de moi. Comme Martin Barré, que j'ai suivi, que j'ai connu, qui était un ami, et que je suis aujourd'hui à nouveau, comme Geneviève Haas, comme Christian Bonnefoy. Ce sont des artistes qui font partie de moi maintenant. Et c'est effectivement à travers la restauration, à travers le métier. Voilà. Mais nous, on n'a pas forcément le même rapport aux œuvres qu'un spectateur. Il m'arrive quelquefois de ne pas regarder le sujet. Je regarde la matière. Bon, chez De Staël, je suis satisfait parce qu'il y en a pour la matière, bien évidemment. Et pourtant, j'ai une attitude aussi artistique, donc j'ai un regard aussi, j'ai un recul sur les objets, sur les œuvres. Bon, on n'a pas forcément d'ailleurs des œuvres qui sont géniales. On est des médecins, on soigne tout le monde. C'est le salut social de l'art. Pour moi, c'est l'œuvre qui compte, c'est pas ce que... Et puis, on essaie de toujours trouver des solutions financières. C'est possible. On a besoin de vivre, mais on n'est pas obligé toujours de faire des restaurations très poussées. On peut trouver des solutions. Moi, je trouve que ce qui compte déjà, c'est de préserver, de trouver des solutions de conservation. Donc, effectivement, on n'a pas forcément toujours des œuvres. Je vais dire que dans une année, on a peut-être un chef-d'œuvre qui nous a émus. Le reste, c'est comme des catalogues qu'on feuillette. On en voit tellement. C'est terrible, mais ça nous nourrit, effectivement. Mais est-ce que l'œuvre devient tienne une fois que tu la restaures ? Totalement. Je suis très content lorsqu'elle s'en va, mais oui, elle a été mienne, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé, je ne sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois parfois, avec une œuvre ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on la redonne à son propriétaire ou à l'institution ? Bon, déjà, pour moi, l'œuvre est de passage. Donc, elle ne m'appartient pas, mais elle m'appartient mentalement. Je suis très, très heureux de retourner au Louvre voir les tableaux que j'ai restaurés. C'est un immense plaisir. Ce sont mes petits. Oui, ou à Beaubourg, au musée d'art moderne. En fait, j'ai restauré beaucoup pour les musées. J'adore travailler pour un collectionneur et les tableaux sont aussi à moi. Quand je vais chez lui, voilà, ils font partie de... Quand vous avez travaillé, quand vous avez touché à une œuvre, elle est intimement liée. J'ai eu la chance de travailler pour une collection en Italie. C'était extraordinaire. D'abord, la confiance qu'on m'avait donnée. Donc, je loge dans cette maison chaque fois que j'y vais. Je travaille 1 semaine, 2 semaines, depuis plusieurs années maintenant. Je m'occupe des œuvres comme si elles étaient miennes. Et je fais partie de la maison. Là, récemment, j'ai été appelé, c'était hier, pour un Jean-Michel Basquiat, que j'ai eu entre les mains il y a 2 ans, 1 an, qui a été acheté une première fois, revendu. Et là, apparemment, il va être revendu à nouveau. Et évidemment, on me redemande mon avis concernant l'état. Et cette œuvre que j'ai eue, elle fait partie de mes petits, hein, c'est évident. C'est assez drôle, d'ailleurs. Mais tu travailles avec des gens très, très importants du marché de l'art. Parle-nous de cette relation de confiance que tu développes avec eux. Alors, cette relation de confiance, elle est, on va dire, elle est dans les 2 sens. Le métier de restaurateur est un métier qui ne s'improvise pas. C'est un métier qu'on a choisi. C'est notre vie. Et donc, on ne peut pas brader notre travail à des personnes qui ne nous respectent pas. Inversement, le collectionneur, le musée a besoin d'une immense confiance quand il confie une œuvre, qu'elle soit de famille, sentimentale. Vous imaginez donc le tableau qui appartenait à vos parents, grands-parents, ou parce que le tableau vaut très cher. Et effectivement, il y a un rapport très intime entre le collectionneur et le restaurateur. Et ça, je l'ai toujours ressenti.
D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, on va dire, connues, et on avait tout de suite une relation amicale qui passait par le tutoiement, on dînait ensemble, on déjeunait, on s'appelait, on est toujours liés. C'est pour la vie, en fait. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le client a besoin d'être rassuré. Il sera rassuré s'il comprend. D'abord, comment on va intervenir. Cette relation intellectuelle va dans le sens de la communication. Si on n'échange rien, c'est quoi la vie ? On travaille peut-être, mais nous, on travaille dans l'illusion. C'est-à-dire que ce qu'on fait, personne ne sait ce qu'on fait. On peut faire ce qu'on veut. Mais par contre, dans la communication, dans l'explication de ce qu'on va faire, eh bien, on va établir un lien vraiment privilégié. Nous, d'une part, d'être écoutés, reconnus. Vous pouvez passer 1 mois, 2 mois sur un tableau et à la fin, personne ne voit rien. On vous oublie. C'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est qu'on ne travaille pas du tout pour la reconnaissance. On n'en a rien à faire de la reconnaissance. Mais la relation que nous avons avec notre client est une sorte de reconnaissance. Dans tes réponses par rapport à la relation de confiance que tu développes soit avec un collectionneur, soit avec une institution, il y a un vocabulaire médical dans ce que tu parles. J'avais l'impression que tu étais chirurgien. Avant une opération très importante pour un membre de la famille, tu dois lui expliquer ce qui va se passer et comment tu vas intervenir, parce que tu as employé ces mots-là. Oui, c'est, je crois que le rapport, il est évident. Moi, je souffre de voir une œuvre qui n'est pas respectée. Mais c'est vrai qu'avant, je pense que le restaurateur, il trichait beaucoup, il cachait les choses. C'était un peu le magicien. Et d'ailleurs, qu'on respectait. Aujourd'hui, le restaurateur, il fait des rapports extrêmement précis. Il doit être le plus transparent possible. Alors, bon, le problème, c'est que on est transparent, oui et non, parce que on nous demande de ne pas dire. Ça gêne de dire qu'un tableau a des problèmes. Tout devrait être parfait. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'art, étude, valeur, refuge. Comme l'immobilier, il permet de placer son argent. Donc, on va obligatoirement avoir un rapport à la pérennité de l'œuvre, si on veut garder son investissement. Ce qui veut dire qu'une œuvre qui n'est pas en bon état perd de sa valeur. Elle est dépréciée. Alors, on essaye d'être le plus honnête possible, mais c'est vrai qu'on est quand même manipulé. On ne peut pas tout dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas, parce qu'on les dit, les choses, toujours. On fait des schémas très précis où tout est scrupuleusement indiqué. Mais après, dans la formulation, c'est vrai qu'on est un peu comme un médecin, il faut être rassurant. J'ai été appelé aujourd'hui par un collectionneur que je respecte, qui a une très jolie collection, et notamment un artiste que j'aime beaucoup, qui est Jean de Gotex. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu son œuvre au fil des années. Et très souvent, on me demande mon avis sur l'état d'une œuvre et on me demande de faire un rapport de conditions. Et là, cette œuvre est passée en vente. Elle va être vendue demain. C'est un tableau qui a été endommagé. C'est restaurable, au sens qu'on peut toujours restaurer. Mais ce client qui achète par passion, mais aussi pour faire un placement, je lui ai conseillé de ne pas l'acheter. Pourquoi ? Parce que un tableau qui est restauré n'est pas un tableau en parfait état. Même si on arrive à redonner un état, on va dire, subjectif. Donc effectivement, j'ai un rôle aussi de conseil. C'est vrai que quand on me demande mon avis, c'est un peu comme si c'était pour moi. Est-ce que je l'achèterais, moi ? Non, je ne l'achèterai pas parce que, malheureusement, quand ce monsieur voudra le revendre, il ne pourra pas le revendre comme il veut le revendre. Justement, tu viens de nous dire, je lui donne un conseil comme si c'était moi qui devais l'acheter. Est-ce que toi, tu es collectionneur ? Alors, moi, j'évite. Je suis collectionneur de mes amis. Voilà, j'ai un rapport très particulier à la peinture. Pour moi, la peinture, elle est liée d'une part à l'artiste et à la perception que j'ai de son travail. Effectivement, il y a une sorte d'intimité qui se crée entre l'artiste et ma perception et son travail. Donc, effectivement, je suis heureux, par exemple, d'avoir dans ma chambre
mes amis, et uniquement mes amis. Et je ne collectionne pas d'autres choses. Je ne vais pas accumuler. Alors, mon père était marchand de tableaux, et j'ai effectivement eu cette manie d'acheter. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas acheter un joli tableau quand c'est possible. Voilà, c'est vrai. Mais c'est parce que le tableau me parle. C'est qu'il est en rapport avec ma sensibilité. Mais je ne vais pas constituer une collection. Non. Je serais même prêt à ne plus rien avoir, mais garder seulement les tableaux en lien avec mes amis. Bon, par exemple, de Gothex, je n'ai pas de tableau de Gothex. Si un jour j'ai la possibilité d'en acheter un, je le ferai avec vraiment plaisir parce qu'il me parle. Mais c'est vrai que j'essaye de ne pas être accumulateur. En fait, on s'aperçoit que tu n'es pas très matérialiste, alors que tu travailles la matière tous les jours. Oui, je suis, on va dire, un contemplatif. Matérialiste, je le suis par le soin que j'apporte aux objets. Par exemple, je ne supporte pas les objets qui se détériorent, mais ça peut être des objets qui n'ont pas de valeur. Ah, cela aussi. Ah oui, mais oui. Ça m'est arrivé même bon, ça c'est extrême, mais de restaurer un mur qui avait été endommagé par un transporteur. Et le collectionneur était tellement malheureux de son mur que j'ai dû faire une retouche comme sur un monochrome. C'était un enduit qui était travaillé et il n'y avait que quelqu'un comme moi qui pouvait restaurer ponctuellement sans avoir à repeindre le mur. Mais je recolle les tasses de la maison, les jouets des enfants. Quelquefois, il y a des gens, des collectionneurs, des amis qui m'amènent leur vaisselle, puisqu'ils savent que je vais faire quelque chose. Voilà. Moi, je collectionne, par exemple, des paniers. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Val-à-Brègue, où on faisait des paniers. Il y a une fête de la vannerie tous les ans, magnifique. Et dans ma famille, on faisait des paniers, on repaillait des chaises. Bon. Donc, quand je vois un beau panier, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Je ne vais pas dire que je vais en acheter des centaines. J'achète quand c'est vraiment bien fait. Et quand il est abîmé, je vais le réparer. Et ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais c'est juste une déformation. C'est un regard sur l'objet. C'est vrai que je suis un petit peu en opposition au temps qui passe. Et pourtant, j'ai vieilli et pourtant, je vais mourir. Mais c'est pour moi un moyen de résister et d'être hors du temps. Le restaurateur est en quelque sorte hors du temps. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.